enfin, c'est bien né d'être à Louis. Grazie Lucette d'études franco-provençales de Saint-Nicolas m'avait invité ici. Il faut un grand plaisir d'être avec vous et essayer de causer un petit peu du franco-provençal, mais de la façon qu'on peut le voir depuis la Brache, de ma région d'origine. Donc, moi aussi, je voulais faire comme Christiane, dire quelques mots dans ma langue grand maternelle, je fais toujours comme ça. En fait, Christiane vous a beaucoup parlé des Alpes, à juste titre, et quand on parle du franco-provençal, on parle toujours beaucoup des Alpes, à raison, sauf que la question que je me pose depuis des années, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on vient de la plaine? Là, il se trouve que la Bresse, qui techniquement fait partie de l'ensemble franco-provençal, et pas uniquement techniquement, eh bien, c'est une plaine précisément. Elle est située entre le Massif central ici, donc la Saône, et puis le Jura, donc assez loin des Alpes. Mais le Mont Blanc est très souvent utilisé comme symbole de l'espace franco-provençal. Natalia l'a utilisé pour son livre. Moi, je l'ai utilisé pour le dictionnaire en ligne d'Ico-Fréco, dont je te parlerai peut-être pour l'atelier sur l'intercompréhension. Donc, on échappe difficilement au Mont Blanc, mais la métaphore qui m'est venue quand Christiane m'a demandé de réfléchir à quelque chose, c'est la métaphore de l'archipel, au sens où ça, c'est quelque chose de très subjectif, mais c'est mon espace franco-provençal à moi. Il y a la Bresse, et puis il y a les régions réputées qui sont connues pour avoir un nombre de locuteurs actifs assez important. Donc la Savoie, la Haute Valais, la Brunette, dans le Fribourg. Et puis des régions dont j'entends parler de temps en temps, mais au statut qui sont un petit peu plus flous dans mon esprit, le Lyonnais, le Dauphiné, etc. Et puis il y a des espaces que je ne sais pas trop comment situer. Je reviendrai sur la question du budget, qui pour moi est un petit peu le chaînon manquant entre la Bresse et l'espace alpin. La métaphore de l'archipel, il me semble qu'on peut l'utiliser aussi si on compare l'espace franco-provençal, où chacun de ces cercles, où il y a des bassins de locuteurs qui sont restés plus importants qu'à l'extérieur, eh bien, ça rappelle ce qu'on peut trouver dans les petites Antilles, où vous avez des îles où la présence de la langue autochtone n'est pas toujours très audible quand on y va en tant que touriste. Si vous prenez, on va en rester aux 4 îles que sont la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie, où on parle un créole à base de français, mais qui ont toutes les deux des langues hautes, pour utiliser la métaphore à laquelle on associe le concept de vie aussi. Et bien les langues hautes, c'est le français en Guadeloupe-Martinique, l'anglais à Sainte-Lucie et en Dominique, mais avec une intercompréhension relativement facile entre les locuteurs créolophones de toutes ces îles. Donc ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on peut avoir dans l'espace franco-provençal. C'est des îles imaginaires, ce n'est pas des îles physiques, mais c'est quelque chose qui est assez évocateur pour moi en tout cas. Alors la Bresse, c'est une plaine dit voilà, c'est plat, on ne voit pas grand-chose quand on est en Bresse. On voit les vaches, de l'herbe, des arbres. Ça, c'est la Bresse vue de la Bresse. Mais on peut quand même, ça ne veut pas dire que les montagnes sont complètement absentes de l'imaginaire bressant. Vous avez une petite montagne, qui est la montagne du Jura, qui s'appelle le Revermont. C'est les premiers contreforts du Jura. Et ça, c'est la Bresse vue du Revermont. Donc, de la Bresse, on voit des petites montagnettes qui sont le Revermont, qui font partie de la région historique du Bugey et du massif du Jura. Et ça, c'est la Bresse vue du Revermont. Donc, il y a toute une hiérarchisation aussi à l'intérieur de la région. Il y a des blagues, les montagnards font des blagues sur les gens de la plaine qui sont englobés dans la terre et qui sont réputés être moins vivaces d'esprit que dans
que dans les montagnes, sauf que la langue a disparu de la montagne, a disparu du Bugey, a disparu du Jura, alors que, étrangement, peut-être pas étrangement, elle s'est maintenue beaucoup plus longtemps en Bresse, 2 ou 3 générations de plus, peut-être parce que la Bresse était relativement riche et que les gens n'émigraient pas, pardon. C'est une explication, mais ça va à l'encontre de ce qu'on entend souvent sur les montagnes qui seraient le conservatoire naturel des langues fragiles. Alors, pour revenir au Mont Blanc quand même, alors les Calais, c'est le nom des habitants de Revermont, qui font du vin, donc ils font des cartes. Le Mont Blanc, donc si vous reconnaissez la forme, il n'est pas complètement absent de l'imaginaire récent. Tous les enfants de Bresse se rappellent à un moment donné où quelqu'un leur a dit « Tiens, tu vois, là-bas au fond, c'est le Mont Blanc ». C'est quelques jours par année, parce qu'il faut qu'il fasse beau temps, qu'il n'y ait pas trop de brume, etc. Mais à certains endroits, on le voit quand même très très bien. Donc le Revermont et puis le Mont Blanc ici. Donc, tout ça pour dire qu'on peut quand même, vu de la plaine, se rattacher à l'imaginaire du monde. Donc, ce que je veux essayer de vous présenter ici, c'est un petit peu mon parcours personnel. Je suis désolé de parler autant de temps, mais c'est un petit peu inévitable dans la mesure où il y a ce sentiment un petit peu d'être séparé du reste de l'espace franco-provençal quand on est en Bresse, mais au-delà de ma personne, c'est la question de la cohérence interne de l'espace franco-provençal et puis de la façon dont on peut discuter les uns et les autres, discuter au sens propre, quelle que soit la langue, mais aussi comment on peut, au-delà de nos variations dialectales, se comprendre. Donc, au début, j'avais... ça c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis une quinzaine d'années. Et au début, j'avais encore cet imaginaire archipélagique, on pourrait dire, au sens où j'avais 3 variétés principales que je voulais illustrer. Donc, le fribourgeois, le valaisan, le valaisan et puis le bressan. Quand je dis le, c'est certaines variétés de. Donc c'est un projet comparatiste qui s'est mis en place avec à peu près 14 000 maintenant exemples audio qui sont issus de différentes sources. Mais très vite, il a fallu que je me recentre sur la Bresse, tout simplement parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que je ne pouvais pas passer le jour et la nuit à faire ça. Mais pour vous donner un petit aperçu de la différence entre les variétés, donc pour le lait mangé, j'ai un seul exemple pour Fribourg, un seul exemple pour le Valais, c'est à Savièse, mais j'aurai une quinzaine d'exemples pour la Bresse selon les villages dans lesquels j'ai fait les entrevues. Et donc je précise que dans ce dictionnaire, vous avez toujours la graphie locale, donc là pour le Bressan, c'est la graphie de Conflans qui est utilisée en Savoie aussi. La graphie supradialectale dite ORB, donc qui est une graphie un peu controversée, mais qui a l'avantage d'exister et d'être relativement facile à lire pour les francophones, parce que c'est une graphie orthographique et étymologique qui n'est pas très exotique pour les francophones. Et puis il y a toujours la traduction en français. Alors, je reviens à ma Bresse. En fait, ma Bresse, c'est l'une des deux, parce que l'une des particularités de la Bresse, c'est qu'elle est à la jointure entre la France d'Oil et la France franco-provençale. C'est-à-dire que la Bresse de Bourg-en-Bresse au sud, d'où je viens, c'est la Bresse franco-provençale, mais du point de vue des paysages, c'est exactement la même que la Bresse bourguignonne, autour de Louan, la Bresse louanaise, qui au nord est complètement oïlique avec une zone de transition, mais le changement est quand même très perceptible. C'est aussi la limite symbolique entre le nord et le sud de la France. Vous avez au nord ici des toits pentus avec des tuiles plates germaniques, plus ou moins, et puis au sud, les toits moins pentus avec des tuiles arrondies romaines.
Donc ce qui unit les deux Bresse, c'est les poulets de Bresse, mais c'est quand même deux réalités très très différentes qui se tournent le dos. Et je dirais que l'intérêt pour les parlers locaux est assez grand en Bourgogne aussi, en Bresse bourguignonne, mais linguistiquement, c'est quelque chose qui est très différent des parlers de Bresse franco-provençal. Une hypothèse pour expliquer pourquoi certains parlers, il y a des groupes Facebook de patois bressans oïliques qui sont beaucoup plus dynamiques qu'en Bresse du Sud. Une explication, ça serait peut-être parce que la différence entre le français et le parler local fait que c'est plus facile pour les locuteurs à écrire. C'est une explication parmi nous. Alors, ce que vous voyez ici en pointillé, donc je vous disais, il y a très très peu de locuteurs dans cette région-là, mais j'en ai rencontré quelques-uns, et en particulier, j'ai rencontré une locutrice une fois, qui était la dernière de son village, elle était très très âgée, et j'ai entendu ce mot-là. Loulacé. Donc loulacé, qui vous rappellera si vous êtes familier avec des parlers de serré des régions alpines, donc loulacé, le laci, le lait, sauf que c'est quelque chose qui est très très étranger à mes oreilles, puisque en Bresse, c'est tout simplement loulé. Donc quand j'ai entendu ça, je voulais vous le faire entendre parce que ça m'a mis dans un état d'enthousiasme immense, parce que j'avais l'impression pour la première fois de trouver un chaînon manquant entre la plaine de la Bresse et puis toutes les régions alpines. Et c'était pas très loin de chez moi. Je ne sais pas où exactement passe l'Isolos, je n'ai pas vérifié, mais c'est quelque chose qui a changé un petit peu ma perception, sauf que historiquement, il est un peu trop tard pour faire des interviews de locuteurs dans ces régions. Alors, les entretiens que j'ai faits pour le dictionnaire du Franco, c'est dans cette région-là, donc le nord de la Bresse du Sud, c'est un petit peu le l'argent, et puis je déborde quelquefois dans la Bresse bourguignonne, mais dont une partie parle quand même franco-provençal. Donc c'est en gros cette région-là. Et puis cette autre région, c'est François d'Auvergne, qui est un autre Bressan, donc j'espère qu'il va pouvoir venir un jour ici, qui avait commencé plus tôt que moi à faire des entretiens, qui a un énorme stock de choses à diffuser. Donc j'ai pu l'utiliser un petit peu dans le dictionnaire, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc j'avais commencé à l'époque en interviewant mes grands-parents. J'ai interviewé en français et irlandais en franco-provençal, et puis petit à petit j'étais capable de faire des entrevues en patois. Environ 40 informateurs, majoritairement des hommes, mais quand même 40% de femmes, qui représentent 6 décennies de naissance, et des locuteurs natifs, des locuteurs tardifs. Selon le cas, ça à peu près 1 à 10 heures d'enregistrement. Donc ça, c'est l'une des sources du dictionnaire. Les communes en jaune, là, sont présentées. Entre-temps, j'ai fait d'autres entrevues dans d'autres communes qui ne sont pas en jaune ici. Mais il y a une autre source qui est une émission de radio qui est diffusée tous les 15 jours à RCF Pays de l'Inde, dans le département de l'Inde. Et là, ce n'est pas des conversations spontanées comme celles qu'on peut obtenir en faisant des entretiens, mais c'est des textes qui sont préenregistrés avec la traduction en français après pour ne pas perdre les auditeurs. Donc on pourrait qualifier le contexte récent de contexte dylalique, pour reprendre le concept de Berruto, mais une dylalie extrême, c'est-à-dire que l'usage spontané de la variété basse, on dit aussi, il existe encore dans certaines familles, mais on ne va pratiquement jamais le trouver dans l'espace public. J'étais à Morgère en descendant du mont de Languerre, et puis juste laisser traîner les oreilles en entendant des gens qui parlent à toi, ça c'est quelque chose qui est absolument impossible en Bresse. Ça l'était encore il y a une vingtaine d'années sur le marché du commerce.
Donc, qu'est-ce que ça permet de faire ce fichier? Ça permet de faire... donc, les 14 000 entrées, ça c'est pour le... pas entrée, les 14 000 exemples audio, ça c'est uniquement pour le récent, donc tout ça c'est disponible en ligne. Par contre, les fichiers Excel qui sont à la base, eux ne sont pas disponibles, mais ils me permettent de plus en plus de faire des sous-corpus, et selon le cas, on peut analyser la variation phonétique, morphologique, lexicale, etc., ou faire des analyses de discours sur tel ou tel thème. Donc, une grande différence entre le nord et le sud. Moi, j'avais une grand-mère qui, pour aller chercher, disait que lui, donc une interdentale, une plus un R muet, alors qu'une ma grand-mère du nord disait que lui. Les imparfaits aussi, plutôt en Yves au nord, plutôt en Auve au sud, avec toute une zone mixte. Les partitifs aussi sont très différents. Lexical, bien sûr, le Turquie, le blé de Turquie versus le palais. Le traitement, on peut faire des petites études aussi sur la variation, sur l'évolution diachronique, le traitement des emprunts. Il y a des emprunts qui sont tellement anciens qu'ils ont eu à peu près tous la même évolution. Donc pas téléphono, mais téléphono, alors que pour des mots franco-provençal qui sont utilisés non pas par les locuteurs dans des discussions spontanées, mais à la radio. Et là, on ne sait pas encore comment franco-provençaliser le terme. J'ai relevé au moins 9 ou 10 réalisations. Donc je vous fais juste entendre une locutrice du sud de la Saône-et-Loire. Met dan is een wie is subtiele lode la curse. Il fait je produire, avec le bête bon achecto, parce que le bête a possible de bonjour. Donc ça c'est un exemple de parole produite de façon spontanée. Une parole moins spontanée qui est celle des deux personnes qui animent l'émission de radio et qui parlent par exemple régulièrement des fêtes internationales du franco-provençal, qui ont leur alternance dans chacun des 3 pays concernés. Ça ressemble à ça, on voit que la prosodie est très différente. Nous parlons de la signature de la charte interrégionale transfrontalière de développement de la langue franco-provençale. C'est juste des petits exemples. Mettant chez lui les subtiles anneaux de la curse, on fait je produire, avec le bête bon achecto, parce que le bête a possible de bonjour. Le développement de la langue franco-provençale. Ça m'est arrivé une fois, c'est quand j'utilise la flèche au lieu de faire comme ça. Juste un petit rappel sur la production littéraire en Grèce. C'est quelque chose qui est assez ancien dans le domaine franco-provençal, dans d'autres régions où ça apparaît beaucoup plus tard. Et il y a toute une littérature qui existait en franco-provençal uniquement, ça veut dire que les gens étaient, une partie des notables en particulier étaient capables de la lire. Le paratexte était quand même en français, la préface, des lexiques quelquefois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait souvent une mise en scène de la diglossie dans certaines pièces de théâtre, où le monsu, le bourgeois va s'adresser en français à la paysanne qui va répondre en patois, ce genre de choses. Et de plus en plus, on est allé vers des productions bilingues, c'est-à-dire qu'actuellement, il est impossible de produire de la littérature bressane sans que ce soit accompagné de textes français. Ça a commencé par les groupes de patoisans dans les années 1970, à l'université rurale de Bressane. Il y avait des textes systématiquement traduits, des glossaires. Alors qu'au début du XXe siècle encore, vous aviez dans les journaux locaux des textes qui étaient uniquement en papier, des recueils de textes par la suite. Donc, comment moi je suis arrivé à m'intéresser à tout ça? Alors, le sentiment que j'avais quand j'étais petit, c'est que tout ça allait disparaître. J'avais entendu la langue chez mes grands-parents, mais qui switchaient vers le français dès que des enfants entraient dans une pièce. Et puis, il y avait quelques phrases types qui ont échangé à l'école, mais rien de plus.
Donc tout simplement, j'ai demandé à ma mère une fois, donc, qui elle le pratiquait avec tout en mémoire, en tête, même si elle ne parlait plus très souvent, de me faire un lexique, comme ça, d'improviser un lexique. Donc elle-même s'est intéressée au glossaire qui commence à fleurir depuis les années 1970. Et puis après est arrivé, j'allais dire, le phénomène Tintin, où les traductions de bande dessinée en franco-provençal ont explosé. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de diffuser le discours sur la langue bien au-delà des cercles de personnes qui sont intéressées a priori, qui étaient déjà intéressées avant, qui achetaient les glossaires, etc. Donc ça a transporté le discours sur la langue et son éventuelle revitalisation sur la place publique. C'est une façon de la réautochtoniser, de défolkloriser un petit peu la langue qui était toujours associée aux danses traditionnelles. Et j'aime rappeler que Casterman, l'éditeur belge Casterman, a eu historiquement un rôle beaucoup plus important que le ministère de l'Éducation nationale en France. Ça a peut-être changé puisque la langue est maintenant reconnue comme langue d'enseignement, mais dans la pratique, ils ont fait énormément pour permettre au discours de changer. Donc là, j'ai traduit avec ma mère, c'est d'abord ma mère qui a traduit, puis ensuite on retraduit les traductions, d'abord un Tintin, ensuite un Lucky et puis un Margot, mais il y a eu d'autres traductions l'année d'après en bleu et rien, en Picard, un peu plus tard en dauphinois, il y avait eu Gaston Lagaffe de Marc Bourron avant. Donc là on commence à avoir un petit paysage bédéique qui permet de réfléchir un petit peu sur la langue à l'extérieur des cercles de gens qui s'y intéressent. Donc ça, c'est la première traduction à chaud de ma mère. Donc vous voyez comment elle essaye, je lui avais dit pour les interdentales, les vœux, les feux, tu t'arranges pour utiliser quelque chose qui ressemble à ça, un signe en alphabet phonétique international. Ensuite, il y avait la réécriture de nombreuses refontes, les allées et venues entre l'éditeur et ma mère et moi, jusqu'à ce que ça nous convienne. On ait l'impression qu'il n'y avait plus de coquilles, d'incohérence, évidemment, on restait toujours, mais c'est ce travail-là. Ce qui a bien marché aussi, donc là, si je vous parle de ça, c'est aussi. On parle beaucoup de revitalisation un petit peu partout, mais il s'agit de savoir de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on peut vraiment parler de revitalisation de la langue s'il n'y a pas eu tout un travail sur les représentations de la langue auparavant? Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Même si une bande dessinée, ça ne va pas par miracle faire en sorte qu'une population va se remettre à parler la langue, c'est un point de départ qui peut être intéressant pour rappeler rappeler ce qu'était cette langue, pour faire en sorte qu'au sein des familles, on en parle à nouveau. Donc il y avait tous les clins d'œil, j'appelle les clins d'œil identitaires, qui ont été repris par la presse locale. Donc ça, c'était des entrées en matière intéressantes. Vous avez le prénom Yo de Claude, très récent, du bleu puis des bleus, donc du bois et des bois. Le panouillon, c'est l'épi de maïs égrené. Le maïs étant, la Bresse étant une des premières régions en France à avoir adopté le maïs comme nourriture traditionnelle, ça arrivait par la Savoie. Et puis, bon, des jeux de mots, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il y a aussi le château de Moulinsart qui, tout naturellement, est devenu sauter de l'Onive, le château de Lanière, qui est un château dans le village de ma grand-mère, qui était le patois de référence pour ce temps-là. Pour le Lucky Luke aussi, il y avait. Alors, il fallait un lexique à la fin pour expliquer les blagues, parce que malheureusement, ce n'est pas des blagues qu'on pouvait reprendre directement, mais il y a plusieurs allusions à des chants récents, quand même très connus, qui ont été chantés dans les banquets jusqu'il y a une vingtaine d'années. Mario Dan,
Macloudine, une chanson d'amour, et on voit Avril qui est tombé en amour avec une amérindienne dans cet épisode de Lucky Luke. Et puis le fameux Lucky Luke qui s'en va, le poor lonesome cowboy, un pauvre cowboy solitaire. Donc il y a dans cet épisode, il y avait 2 occurrences de cette photo-là. Au début, il disait dans la version en français, ben voilà, je suis un pauvre cowboy solitaire, et son cheval lui disait, ah oui, déjà, c'est-à-dire l'aventure est déjà terminée. Donc là, c'est une allusion à une chanson encore de courtisage, pour faire la cour, en Grèce. Et puis le cheval demande tout est que, ce qui veut dire, ce qui est une allusion à un proverbe très connu, tout est que, la paille du ballot, donc tout est fini, tout est battu, comme on va le blé, la paille et le grain. Donc, point d'interrogation. Et la toute dernière, donc là, au lieu d'avoir le mot fin qu'on avait dans la version en français, j'avais mis naturellement tout est que, donc cette fois, c'est vraiment bien fini. Et puis, il y avait eu dans les journaux locaux, ensuite, plusieurs capsules linguistiques, une par semaine, qui permettaient d'expliquer ce genre d'allusion et, là encore, d'alimenter le discours sur la langue. J'irais même jusqu'à dire que dans ces circonstances, le paratexte, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de la langue, qu'on appelle quelquefois l'épitexte quand ça sort de l'album de bande dessinée que ça va dans la presse, tout ça est presque plus important que le texte lui-même, qui résistait quand même à la lecture pour beaucoup, mais c'est un premier pas intéressant pour diffuser, pour moderniser un petit peu l'image de la langue, pour diffuser un nouveau discours. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement métalinguistique dans le journal La Voix de l'Ain, pour expliquer les fameux, pas expliquer, mais décrire un petit peu les fameuses interdentales, le son veut qu'on prononce en passant la langue en piétant, on appelle le TH anglais le TH anglais est vague. Les Bressans ne devraient donc avoir aucune difficulté à parler anglais, parce qu'il me paraît, ma mère était persuadée qu'elle ne pouvait pas parler anglais, alors qu'elle n'avait aucun problème à prononcer ces interdentales en patois. Interdentales qui, soit dit en passant, dans la littérature bressane, ont été notées de façon très très différente jusqu'à ce que ça se fixe plus ou moins en CH en franc. Ça, c'est un texte de ma grand-mère, la fameuse chanson de la Védin, qu'elle avait transcrite. Elle utilisait tout simplement le C. Donc, ces questions, puis là, j'arrive à la Suisse. Puis on va arriver à la Vallée d'Ost, si on a le temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne sais pas si je parle déjà trop longtemps. Mais on va arriver petit à petit en Suisse. Je précise qu'à la base, je suis germaniste. Donc je m'intéresse à la langue allemande ou suisse-allemande en Suisse, mais je trouve qu'il y a assez de germanistes sur la planète, et donc de plus en plus, je me suis dit que c'était peut-être plus, en tout cas moi, ça me fait plus plaisir de m'intéresser au franco-provençal. Donc ça, c'est les 2 tatins qui sont parus en Suisse. Donc l'affaire, celui-là est supranational, si on veut, mais les deux albums en franco-provençal pour l'affaire Tournesol. Donc là, vous avez la graphie fribourgeoise phonologique, et puis ici, la fameuse graphie ORB, supradialectale. Alors, une question, c'était les 2 albums sont sortis à peu près en même temps, quel était celui qui aurait le plus de succès? Ce n'est pas une course, ils sont complémentaires, mais il s'est avéré que le succès de Tintin gruyérien était beaucoup plus spectaculaire que celui en ce qu'ils appelaient quelquefois l'arbitan, donc en graphie supradialectale, parce que c'était 2 stratégies différentes. La stratégie en gruyérien, comme en bressan, dans le Jules en bressan, le Pays de Lyon,